L'IA ne remplace pas un asset manager, mais un asset manager qui sait bien utiliser l'IA, il prendra la place de celui qui ne sait pas l'utiliser. Nous n'allons pas emmener de l'épargne française dans des pays où le risque payé justement est énorme. Arnaud me demande des choses qui sont proches du secret industriel. Activimo, qui est la première SCPI, et comme disent les Marseillais, à jamais la première. Comet, c'est plus de 700 millions d'euros de capitalisation déjà. En 2 ans et demi. Presque 2,5 milliards, c'est un parcours que je n'imaginais pas. Hein. Les critères ESG chez nous, c'est extrêmement important, c'est pas du tout un gadget. Je pense que c'était important d'avoir un deuxième produit grand public. Voilà. Possible qu'on en prépare d'ailleurs un troisième pour 2027. Bonjour à tous, chers amis du podcast Brick and Mortar, et bonjour Rémi. Bonjour Arnaud. Merci de m'inviter dans ton studio maison. C'est une grande nouveauté, une immense première pour nous, puisque on aura du son, de la bande son classique que les habitués connaissent, et également de la vidéo grâce à vous. J'ai voulu t'inviter car tu as un parcours extrêmement riche, 45 ans de maison immobilière, je dirais, et on va y revenir. Et 45 ans où tu as eu l'occasion de faire des paris pionniers. Et là aussi, on abordera ça plus tard. Mais je voulais te poser une première question pour profiter de ton expérience et pour éclairer les chiffres tels qu'on les connaît aujourd'hui, puisque les chiffres du premier semestre sont sortis il y a quelques semaines et ne sont pas bons. Tout le monde, trimestre, tu veux dire. Premier trimestre, pardon, merci. Premier trimestre, et ils ne sont pas bons. Tout le monde s'accorde là-dessus. Et justement, donc, quand tu regardes ces chiffres, est-ce que tu les vois comme un accident conjoncturel aggravé par la guerre en Iran et la remontée des taux obligataires, ou le signal définitif d'une bifurcation de marché structurel? Waouh! Là, on est dans la macroéconomie pure, matinée de géostratégie. Exactement. Merci de cette question. Je ne suis pas forcément le meilleur spécialiste. Peut-être pour répondre à cette question, rappeler que quand j'ai commencé, c'était 3 mois avant l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81. Et donc, j'ai commencé dans l'immobilier avec une première crise qui a duré 2 ans. Je ne sais pas si peu de gens s'en souviennent, mais c'était le tournant de la rigueur. Jusqu'en 83, le tournant de la rigueur. Voilà. Donc, c'était une première crise. Ensuite, il y a eu une montée pendant les années 80 de l'immobilier avec une bulle qui a explosé avec la guerre du Golfe en 91. Ensuite, il y a eu, qui a duré longtemps, cette crise-là. Elle a duré au moins 6 ou 7 années. En 2000, il y a eu la crise de la bulle Internet. En 2008, il y a eu la crise financière des subprimes, qui a évidemment eu des répercussions colossales sur le marché immobilier. Et en 2020, on a eu la Covid enclenchée avec la guerre en Ukraine et maintenant la guerre en Iran. Donc, ça veut dire que chaque décennie, il y a une crise. Voilà. Mais que chaque décennie, il y a aussi un rebond. Donc, j'opterais plutôt pour le conjoncturel que le structurel. Mais le structurel existe parce que de toute façon, l'immobilier est fait de cycles. Donc, par conséquent, c'est logique aussi que de temps en temps, on ait des interrogations sur l'évolution du marché. Aujourd'hui, je pense qu'on est avant tout sur une crise conjoncturelle parce qu'il y a plein d'éléments qui se conjuguent, d'où le terme conjonction, qui se conjuguent ensemble pour donner des difficultés à notre secteur immobilier, mais pas que le nôtre. Et je pense que on ne peut pas parler d'une crise structurelle de l'immobilier, mais bien d'une crise conjoncturelle parce que tous les autres pans de l'économie sont atteints, ne serait-ce que par l'évolution du coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, et justement le coût de l'énergie, ça va être me donner l'occasion de te poser une question sur un secteur de marché que tu connais bien, la logistique. Donc, quand on pense notamment au coût en ce moment du pétrole et du gasoil, on pense bien sûr à ces transporteurs. Oui. Tu as fait de la logistique le pari initial d'Alderan, avec l'idée de dire, à l'époque, quand tu as lancé Alderan, c'était la logistique était le mal-aimé, mais pour lequel tu avais vu un avenir. Cependant, là encore, les chiffres du premier trimestre dévissent. Est-ce que là aussi, est-ce que tu vois ça différemment de ce que tu as vécu en 91 ou en 2008 pour la logistique?
Ou alors est-ce que c'est bis repetita placent? Alors, ils dévissent, oui et non, hein, parce qu'il y a d'autres classes d'actifs qui dévissent encore plus. Hein. Sur les bureaux ne se relèvent pas plus que c'est pas au détriment de la logistique. Encore une fois, c'est une crise globale. Euh, la logistique et les locaux d'activité qui vont avec, hein, c'est un peu la même sphère. euh, Ça représente en fait le tissu général de l'économie française ou européenne, c'est-à-dire des bâtiments qui sont occupés par des utilisateurs moyens, pas forcément des très grands groupes, parfois des très grands groupes, mais parfois simplement des artisans, Oui, des PME des familiales. PME, des PMI, etc. Et donc ça représente le tissu. Alors, aujourd'hui, ce tissu, il est atteint par ce que je disais tout à l'heure, une crise conjoncturelle mondiale, et donc pas de projet d'investissement. On retarde, on fait attention, bien entendu, à ces fondamentaux. Dans le monde du transport, le premier fondamental, c'est évidemment le prix d'énergie pour alimenter les camions qui transportent les marchandises d'un point à un autre. Et donc, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de prise à bail. Et cette prise à bail, d'ailleurs, elle est en gestation, elle est en germe depuis plus de 2 ans. Cette absence, pardon, de prise à bail, elle est en germe depuis 2 ans. Donc, c'est pas une nouveauté pour moi de voir qu'en 2026, on a des difficultés à remplir des bâtiments. C'est logique, puisque ça correspond aussi au fait qu'une l'économie est atone. Donc, les gens n'ont pas de projet, ne veulent pas faire d'extension sur les sites où ils sont, voire même réduisent leur occupation, parce que évidemment, ils ont moins de business à traiter. Euh, donc, ceci n'est pas très étonnant en 2026. Moi, je pense que, toute chose égale par ailleurs, le rebond sera là. Pourquoi? Parce que la logistique et les collectivités qui vont avec, c'est quand même le poumon de l'économie. Cette chaîne logistique, c'est celle qui transporte des produits qu'on a manufacturés jusqu'à leur consommateur, utilisateur final. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ça. Donc, cette classe d'actifs-là, elle est extraordinairement résiliente. Après, elle a ses défauts, notamment d'être mal aimée, on peut y revenir, mais elle a un vrai avenir. C'est pour ça que j'ai fait le pari, à l'époque, en créant la SCPI Activimo, fruit d'une expérience que j'avais acquise au début des années 90, lorsque j'étais directeur immobilier de groupe de transport et logistique. On va y revenir. Pourquoi tu penses qu'elle est encore mal aimée? Parce que c'était le cas en effet. Moi, je sais que j'ai démarré il y a 20 ans, dans le monde du conseil, chez, Feu DTZ, et on travaillait beaucoup pour les territoires et en effet la logistique, c'était des camions, le dernier kilomètre, il y avait un phénomène de NIMBY très fort, pas dans mon jardin, mais je l'ai quand même vu évoluer, par rapport, au fait que, les élus, les territoires ont compris qu'il y avait un côté extrêmement structurant, de maillage, de création de valeur, de création d'emplois. Tu penses que c'est aussi mal aimé qu'avant, toi? En tout cas, je pense avoir contribué indirectement, grâce au développement de la SCPI Activimo et de son succès rencontré auprès des épargnants, pour dire que cette classe d'actifs est effectivement est devenue une classe d'actifs à part entière, ce qu'elle n'était pas tout à fait avant. C'est en ça qu'elle était mal aimée. Est-ce que l'appréciation de cette classe d'actifs s'est améliorée positivement? Probablement oui, du côté des épargnants, parce qu'on s'est aperçu justement de ce côté résilient et continu de cette classe d'actifs. Je ne suis pas sûr qu'au niveau des décideurs, des politiques, etc., ça soit toujours, ça soit une classe d'actifs qu'on aime mettre en avant. Un maire, il n'aime jamais se dire: je mets en place un grand entrepôt sur ma commune parce que je vais avoir des camions, des norias de camions qui vont tourner la nuit, le jour, etc. Et donc ça fait peur. Et vis-à-vis de ses électeurs, c'est pas très porteur. Donc il y a une certaine ambivalence quand même là-dedans. Après, l'autre élément intéressant pour la classe d'actifs, c'est justement toutes les politiques environnementales qui sont mises en place, notamment la politique de zéro artificialisation nette des sols, qui est un vrai sujet, mais qui donne de la valeur à ceux qui sont déjà artificialisés. Et ça, toutes ces zones logistiques qui ont été créées au cours des années 80, 90, 2000 et jusqu'à maintenant, c'est un plus pour l'avenir. C'est clairement un plus pour l'avenir en termes de valorisation foncière. C'est un gisement. Un gisement, c'est un beau mot. C'est un gisement. Et d'ailleurs, c'est un tel gisement qu'on voit. Avant, on parlait uniquement de la dorsale Lille, Paris, Lyon, Marseille, mais on voit arriver
au début, c'est un axe secondaire, mais c'est quasiment une nouvelle dorsale qui naît du côté d'Orléans. Donc on voit bien que c'est un secteur en expansion très forte. Ah bah clairement, et l'autoroute A10 qu'on appelle aussi parfois l'arc atlantique parce que on peut remonter par Nantes et Rennes, c'est aussi un axe majeur parce qu'il y a une traversée de la France aussi vers l'Europe du Sud. Néanmoins, la dorsale Paris-Lyon, Lille, Paris-Lyon, Marseille, ça reste quand même le nec plus ultra de la logistique. Le plus ultra logistique. Je voudrais revenir à l'espace d'un instant. Tu as évoqué le fait que le germe de la difficulté de 2026 revient il y a 2 ans. On ne fait pas de politique chez Brick Mortar, et c'est même la première fois que je pose la question, parce que c'est la première fois qu'on m'en parle il y a 2 ans. Et c'est vrai que souvent les analystes, dans les tribunes, dans les échos, voient un monde avant et après les législatives 2024. Est-ce que c'est ton sentiment quand tu parles d'il y a 2 ans? Ah, moi, je crois que ça n'a rien à voir avec les législatives. Voilà, franchement, la prise à bail, nous, on l'a vu dès 2023. Il y a eu une bulle sur la logistique en 2022, clairement. D'ailleurs, nous-mêmes, nous en avons profité par une collecte effrénée d'épargne qu'il a fallu déployer de façon intelligente. D'ailleurs, d'où notre internationalisation derrière pour aller chercher de nouveaux produits. Pour moi, la dissolution de 2024 n'a rien à voir avec la prise à bail. Non, c'est clairement un problème d'économie générale. Et cette économie générale, elle a été influée par la Covid, avec un rebond en 2022, parce que tout le monde voulait sortir de ce confinement. En 2023, un tassement, et à partir de 2024, justement, comme il y avait eu une grosse bulle, après, il y a un tassement. Ça n'a rien à voir avec la politique. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Hein. On voit en tout cas que tu as des vraies convictions qui sont forgées par ces 45 années d'expérience. Tu as traversé plusieurs crises, plusieurs catastrophes. Autrement dit, tu as ce qu'on appelle une catastrophe. Crise, ça suffit. Ah, les subprimes, on n'est quand même pas passé pas loin de la... Ouais. Là, pour faire de la politique, on a eu heureusement un bon président en France et un bon réseau bancaire qui a su résister à ça. Qui a su résister à ça en 2007, en effet, 2008. Et en tout cas, tu as ce que j'appelle, moi, quand je lis les articles sur toi, une mémoire longue. Et qu'est-ce que cette mémoire longue te donne comme avantage quand tu vois l'actualité, et surtout que tu décryptes les choses autrement dit, que tu ne vois pas, par exemple, en lisant la presse ou en écoutant tes confrères, toi, tu te dis « Ah, tiens, ça, il n'a pas vu, mais moi, je l'ai vu. » Parce que justement, j'ai 45 ans d'expérience. Oui, enfin, l'expérience, c'est une chose, et ça, on apprend beaucoup, évidemment, avec le temps, ça c'est clair. Après, je ne suis pas devin non plus, hein, donc je peux me tromper dans mes analyses. Ce qui est certain, c'est que, pas pour la France, pour l'Europe, pour le monde, je pense que les crises actuelles géostratégiques, elles vont finir par s'arrêter et que le monde va souffler et qu'à ce moment-là, probablement qu'on va repartir. Alors, c'est peut-être mon côté optimiste permanent, qui vient aussi de ma fibre entrepreneuriale, mais évidemment, moi, je pense toujours que les choses vont s'améliorer et pas qu'elles vont se détériorer. Après, il y a toujours un délai, et c'est là où on peut se tromper. Sincèrement, quand j'ai lancé, par exemple, Activimo en 2019, on était avec des taux très, très bas, voire négatifs, donc ça paraissait plus facile, etc. Mais ce qui a permis indirectement à Activimo de rencontrer le succès qu'elle a rencontré, c'est probablement la Covid, avec la conscience que ça a donné à chacun d'entre nous de l'importance de la chaîne logistique. De la chaîne logistique. Et de voir qu'on pouvait recevoir chez soi les produits de première nécessité, les produits médicamenteux, les produits alimentaires évidemment, mais plein d'autres produits ici, uniquement parce qu'on avait cliqué sur son ordinateur. Et ça, c'est quelque chose qui rentre dans la conscience des gens. Aujourd'hui, je pense que plus personne ne mettra en cause l'importance de cette chaîne logistique. De cette chaîne de valeur logistique. Exactement. Je souhaiterais maintenant accentuer et revenir sur ton ADN de bâtisseur en parlant d'Aldéran avec toi. Alors Aldéran, tu m'arrêtes si je me trompe, Aldéran, c'est quelque part la petite sœur peut-être de la foncière privée que tu avais créée dans les années 2000, qui était Ogirel, Exact. avec Alain Mallard. Selon mes sources, centré sur l'immobilier d'entreprise, bien entendu. Et en 2015, tu crées Aldéran pour donner une nouvelle structure à ce que tu faisais, et avec, en 2017, l'agrément AMF, et en 2019, Activimo. Toi
toi qui a cette expérience de 45 ans, comment, donc je le rappelle, tu as été promoteur, puis après tu as travaillé pour un logisticien, tu étais directeur du patrimoine de ce logisticien, puis après tu es rentré dans le monde de l'investissement. Qu'est-ce qui t'a motivé dans la volonté de créer Alderan? Ah. Le besoin toujours d'aller un peu plus loin. C'est un peu notre devise d'ailleurs. Si on regarde Alderan, notre slogan c'est aller plus loin. C'est toujours cette volonté de se dépasser, d'avoir une exigence personnelle et une exigence collective. Ça, je pense que c'est la fibre entrepreneuriale que j'ai probablement acquise au tout début de ma carrière, lorsque j'ai effectivement été promoteur pendant la première décennie de mon activité. Parce que quand on est promoteur, on est forcément un peu entrepreneur, hein. On prend des risques. Voilà. Si on traduit le terme entrepreneur, c'est preneur de risques. Mesuré, réfléchi, mais c'est pas prendre des risques. Et donc, quand effectivement j'ai rejoint Alain Mallard au début des années 90, lorsqu'il était président du groupe de transport et logistique Novalliance, groupe dans lequel il y avait notamment la plateforme de Gare au Nord, que tout le monde connaît lorsqu'on va prendre l'avion à Roissy, j'ai appris auprès de lui ce qu'était vraiment l'entreprise. Je m'y destinais, très honnêtement, je m'y destinais. Je voulais le faire. Et donc, lorsque lui-même a vendu son groupe, après, j'ai fondé ma propre structure. Je me suis occupé en asset manager de son patrimoine qui lui restait. Et à partir de 2000, on s'est associé effectivement pour créer Ogirel, qui est une foncière familiale, un family office immobilier. Et on a bien travaillé pendant 15 ans. Et simplement, on a créé une petite structure de gestion interne. Et moi, je voulais aller un peu plus loin encore, essayer, parce qu'on est un peu limité dans une structure familiale, essayer de capter finalement des fonds propres et des capitaux propres qui sont très importants en immobilier par d'autres moyens. D'où l'externalisation de la cellule de gestion d'Ogirel et sa transformation en Alderan en 2015. Et ensuite, c'est comme ça que s'est fait l'aventure, aller chercher le grand public par le biais d'abord d'un agrément AMF, consolidé avec des fonds régulés de type OPPCI, et enfin créer une SCPI qui soit accessible par le grand public. Et donc, ça a été le choix de... Et c'est logique un petit peu, puisque j'ai été pendant 7 ans directeur immobilier de groupe de transport logistique, donc de créer Activimo, qui est la première SCPI, et comme disent les Marseillais, à jamais la première. À jamais la première. De cette classe d'actifs thématiques. Voilà. Et alors, aujourd'hui, Alderan reste indépendante dans un secteur qui se concentre. Tu gères 6 fonds régulés, vous avez une dizaine de mandats, vous êtes quasiment 70 collaborateurs, vous êtes propriétaire de 250 immeubles dans 10 pays, et vous avez choisi fondamentalement de ne pas rentrer dans une logique de rapprochement capitalistique. Rester indépendant. Est-ce un choix philosophique assumé ou alors une contrainte que tu transformes en avantage? Ah non, c'est pas du tout une contrainte, c'est un choix délibéré. J'ai voulu être entrepreneur, donc se marier ou faire une alliance capitalistique, c'est aussi perdre une partie de sa liberté. L'avantage d'être indépendant, c'est que précisément, on est libre de ses choix. Alors, on peut se tromper. Après, il faut savoir s'entourer, il faut savoir prendre des décisions collégiales. On n'est jamais seul à la barre. Il y a toujours une équipe autour de soi et une équipe qu'on doit mener. Donc, c'est comme pour un bateau. Il y a un capitaine, c'est vrai, mais il y a plein de gens qui font plein de choses à l'intérieur du bateau pour que celui-ci fonctionne bien et aille bien droit. Non, donc non, c'est un choix délibéré que de rester indépendant, oui, absolument. Aujourd'hui, effectivement, on est 70 collaborateurs. On gère, j'ai regardé ce matin, quasiment 2,5 milliards d'euros d'encours sous gestion, ou d'actifs sous gestion, parce qu'il y a une différence entre l'encours et l'actif selon qu'on prend pas les dettes. Donc, parlons d'actifs. Brick and mortar, soyons voilà, l'actif. exactement, c'est sur l'actif, parce que les dettes, on les doit, mais on a quand même fabriqué de la valeur en face. Donc presque 2,5 milliards, c'est un parcours que j'imaginais pas, hein, faut être honnête. Hein, mais je n'ai pas tellement l'intention de m'arrêter là. Et justement, dans ce parcours, tu l'as évoqué il y a quelques secondes, tu travailles en équipe. Et il y a quelques années, tu as onboardé à tes côtés
Benjamin Lebeau, à qui tu as confié la direction générale. Et comment s'organise ce duo? Quel est le rôle du fondateur maintenant vis-à-vis de l'opérationnel? Et selon toi, est-ce la condition d'une croissance saine? Moi, je peux pas tout faire tout seul, hein, ça c'est clair. Je l'ai fait assez longtemps. Pendant les années 2010, on était très, très peu nombreux. Chez Ogirel, on faisait aussi beaucoup moins d'opérations. Écoutez, Benjamin, il est arrivé il y a 10 ans maintenant. On a fêté ses 10 ans il y a pas si longtemps. C'était le mois dernier et je suis très, très heureux qu'il ait rejoint l'aventure. Parce que pour lui qui venait de groupes plus institutionnels, c'était aussi un choix entrepreneurial que de rejoindre une toute petite structure à l'époque, qui a certes grossi. Et je crois que notre binôme, mais il faudrait peut-être interroger de façon micro-trottoir l'équipe ici, mais je crois que notre binôme fonctionne plutôt bien et en totale complémentarité. Et quel est le point fort de ce binôme? En ce qui concerne Benjamin, je pense que c'est sa capacité de travail, son exigence, avec toujours le respect d'autrui et la bienveillance que nous essayons d'avoir au sein de l'entreprise. En ce qui me concerne, c'est peut-être plus une vision stratégique pour l'instant, mais que je partage de plus en plus avec lui, précisément pour que la suite soit toujours aussi belle que la première partie de l'aventure. Et dans cette suite, il y a justement, et c'est le thème que je voudrais évoquer, le pari pionnier de la logistique, le cycle. On a beaucoup parlé donc de Activimo, mais comment ça se passe entre le moment où, avec une telle SCPI, tu es sur le déploiement, la collecte massive, je dirais l'expansion, et maintenant tu es plus quelque part dans la gestion. Comment s'articulent ces 2 phases d'un même véhicule, notamment vis-à-vis peut-être du grand public qui sont tes «associés» entre guillemets? Comment ça fonctionne, ce côté très actif, puis ce côté plus en gestion? Parce que je rappelle, Activimo, c'est 153 bâtiments dans plusieurs pays. Oui, de près de 9 pays différents. En fait, aujourd'hui, Activimo, c'est pratiquement 1,5 milliard d'euros de capitalisation en collecte brute, donc un petit peu moins parce qu'on avait quand même des retraits. C'est assez logique. Je pense qu'on est entre à peu près 1,42 milliard d'euros de 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 capitalisation aujourd'hui. On passe dans une phase de c'est un véhicule qui commence à peser, malgré tout, hein, surtout dans cette classe d'actifs. Heu Objectivement, maintenant, on est dans une phase de maturité et de dynamisme. C'est-à-dire que comme on a passé les 5 ans, on commence à avoir la possibilité de revendre des actifs qu'on a achetés en 2021 et donc à créer des plus-values. Autre élément qui est très dynamique, c'est l'internationalisation. On a pris un virage très, très rapide. Dès 2022, on est allé à l'étranger parce qu'on s'est rendu compte de toute façon que le marché français ne nous permettait pas d'absorber la totalité de la collecte que nous avions à ce moment-là, à peu près 40 millions par mois. Et donc cette internationalisation, en fait, nous a conduit, d'une part, à connaître de nouveaux marchés et deuxièmement, à imaginer un produit spécifique, strictement international, qui réponde aussi aux aspirations de certains de nos épargnants. Et les remontées que nous avions de notre réseau de distribution faisaient que ça paraissait intéressant de monter un deuxième produit en relais du premier. Activimo s'est beaucoup développé en 5 ans. Aujourd'hui, c'est une foncière résiliente qui touche ses loyers, qui a un taux d'occupation proche de 95%. On s'améliore tous les jours, on gère, on fait de la gestion. Mais on ne veut pas s'arrêter non plus dans l'expansion, d'où la création en fin 2023 d'une deuxième SCPI qui s'appelle Comet et qui, elle, est beaucoup plus diversifiée afin d'éviter d'être évidemment concurrente de sa sœur aînée. Et là, Activimo, en 2022, l'expansion, on dit: «Allez hop, on part à l'international parce qu'il faut qu'on déploie». D'ailleurs, c'est assez malin, tu as senti, que la France pourrait pas tout absorber et ça évite justement ce retournement que certains peuvent connaître, mais ayant tout mis les œufs dans le même panier. Mais toi, donc tu pars à l'international. C'est quoi ta stratégie? Quel pays? Quel gabarit? Quel BP? Ah, là, c'est Ce tu as ça, secret sauce. Arnaud, Arnaud me demande des choses qui sont proches du secret industriel. En fait, on est très, très
C'est pas livrer des secrets, mais on est extrêmement prudent quand on choisit un pays. En fait, on a une phase d'analyse et d'étude amont macroéconomique du pays, son évolution, sa législation, sa fiscalité, la fiscalité par rapport à des souscripteurs français. Lorsqu'on récupère des loyers qui viennent de Pologne ou d'Allemagne, c'est pas tout à fait la même chose dans le traitement fiscal des gens. Donc c'est assez long en fait. On n'ouvre pas un pays parce qu'on a simplement une opportunité qui nous arrive. On ouvre un pays parce qu'on a fait 6 mois, voire 1 an d'études. Par exemple, je parle du Canada. Je crois que la première démarche qu'on ait menée en allant là-bas spécifiquement faire un voyage, c'était septembre 2024. Et on a acheté en décembre 2025 le premier actif. Et c'est une gestation très réfléchie. C'est pour ça qu'on parle de l'international by Alderan, parce que on a cette méthode-là, qui est une méthode terrain. On parle de brick and mortar. Nous, on parle du terrain et du sous-jacent immobilier. On fait plutôt de l'immobilier qui se financiarise que de la financiarisation immobilière. Je ne dénigre pas mes confrères qui, eux, sont d'abord des financiers et vont vers l'immobilier. Nous, on vient de l'immobilier et on va vers la finance. C'est bottom-top, je comprends. On peut dire ça. Je comprends tout à fait le point. Et autre stratégie sur laquelle vous avez été assez pionnier, c'est également le côté développement durable, puisqu'Activimo a obtenu le label ISR en 2021. Et Comet aussi. Et Comet aussi, très bien. Parce qu'en plus, on sait que la logistique, si on pense à Activimo, porte en elle, et tu l'as effleuré, une tension ESG profonde, parce que c'est de l'e-commerce, ça consomme du foncier, ça imperméabilise les sols, ça génère des flux de transport massifs, mais c'est aussi la ville qui se reconstruit sur la ville en traitant les zones en friche, exactement. Absolument. Est-ce que pour toi, ce label ISR et cette campagne ESG, c'est une manière de réconcilier environnement et développement immobilier? Alors nous, les critères ESG chez nous, c'est extrêmement important. C'est pas du tout un gadget, parce que d'abord, c'est un moyen de pérenniser la valeur des immeubles. Et même des immeubles un peu anciens, on peut les améliorer par une maintenance continue, un investissement régulier dans les déperditions, enfin pour limiter les déperditions énergétiques notamment, pour avoir un fonctionnement plus régulier, plus vertueux des bâtiments. Sincèrement, pour nous, c'est très très important. On a d'ailleurs un référent. Il n'a pas le terme de directeur, mais il est référent au ESG. C'est lui qui pilote tous ces critères extra-financiers, que ce soit aussi bien pour la société de gestion que pour chacun des fonds que nous gérons. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important. Bien sûr que la logistique est source de dégradation environnementale à la base, mais justement, on s'emploie aussi à donner de bonnes pratiques à nos locataires qui eux-mêmes réfléchissent à l'idée que lorsqu'on a une flotte de camions, de 8000 camions, eh bien, on peut essayer de faire des efforts aussi à sa propre échelle pour limiter les impacts environnementaux. Donc, franchement, c'est pas un gadget et c'est une vraie conviction. Pas un gadget, pas une caricature, vraiment la volonté de compenser, la volonté de Oui. s'inscrire dans un cercle vertueux. On a même créé chez nous une grille d'évaluation des bâtiments qui a été validée d'ailleurs dans le cadre du label ISR et qui est une méthode de best in progress. Alors, on a quelques actifs qui sont best in class parce que nous les avons fabriqués nous-mêmes. On a acheté des terrains et on a construit nous-mêmes. Ça, c'est mon côté promoteur qui revient, évidemment. D'autant plus que j'ai construit quand même beaucoup d'entrepôts dans ma carrière. Mais le best in class, le best in progress, pardon, c'est effectivement une amélioration continue. Et c'est ce vers quoi on se dirige chaque année. On fait très attention à ça. On est quand même assez fiers que on en est à notre 2e renouvellement du label ISR pour Activimo. Et notamment pour cette année, pour les 2 SCPI, 0 remarque sur notre activité en cette matière. Et tu as parlé aussi il y a quelques instants donc, de Comet, qui a le label ISR. Et là aussi, si on veut revenir dans ta secret sauce, tu indiquais donc que tu es plus maintenant sur Activimo en gestion, et l'expansion, c'est plus Comet. Je rappelle, Comet est présent dans 10 pays et c'est plusieurs classes d'actifs. L'idée, c'est de diversifier. Est-ce que tu pourrais nous dire et nous donner quelques détails
sur le moment où tu t'es dit, tiens, il faut vraiment un relais, ça sera Comet, ça sera telle stratégie, et pourquoi? Ah, c'est une bonne question. En fait, Comet était lancé le 18 décembre 2023, mais sa gestation, elle date de fin 2022. En fait, c'est quand on a vu le succès de la SCPI Activimo qu'on s'est dit que de toute façon, ça n'allait pas durer. Et de fait, c'est normal. Activimo a continué à beaucoup collecter en 23, 24, 25 et même continue à collecter très correctement en 26, mais pas avec les mêmes chiffres de 2022, bien évidemment. On connaît le marché des SCPI qui s'est beaucoup fragmenté. Et donc, on s'est dit tout de suite, il nous faut un relais de croissance. Ce relais de croissance, on doit le trouver de deux manières. Par une diversification géographique particulière, c'est-à-dire qu'on s'est interdit d'investir en France avec Comet. C'est quand même un choix assez fort. Et deuxièmement, bien sûr, la diversification pour faire pendant à une première SCPI plutôt thématique. 2023, on lance. 2024, collecte normale. 2025, explosion. 2026, c'est parti également très très fort. Aujourd'hui, Comet, c'est plus de 700 millions d'euros de capitalisation déjà en 2 ans et demi. Donc ça rencontre son succès. Ça veut dire que le produit que nous avons imaginé rencontre l'adhésion des souscripteurs. Indépendamment, bien sûr, des très beaux rendements et taux de distribution ou performance globale annuelle que nous avons avancé en 24 et en 25. 2026 sera également une très bonne année. Je pense que c'était important d'avoir un deuxième produit grand public. Voilà. Possible qu'on en prépare d'ailleurs un troisième pour 2027. J'aime bien les Jeux Olympiques. Moi, ça, c'est tous les 4 ans. Donc, nous, on va faire un produit tous les 4 ans. Un produit tous les 4 ans. Tu peux nous en dire plus? 2019, 2023, 2027. Il y a un comité de gouvernance produit chez nous, donc je ne peux pas en parler. En tout cas, de l'art du teasing. On a hâte d'en savoir plus. Tu l'as évoqué juste avant en parlant de International by Alderan, et on pourrait croire en t'écoutant que c'est quelque chose que tu as inventé là en discutant, mais non, en fait, c'est quasiment une méthode propriétaire de ce que j'ai pu lire. Donc, une méthode propriétaire de sélection des marchés qui intègre des critères économiques, démographiques, sociologiques, fiscalité. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie quand vous regardez un marché comme la Pologne, le Canada, où vous n'habitez pas, où vous n'êtes pas physiquement, dont vous ne connaissez pas en profondeur les subtilités réglementaires? Comment compense-t-on cette absence de terrain pour investir en sécurité à l'étranger? En fait, par la sélection d'un operating partner de confiance. Et ça, c'est ça qui prend en fait du temps. Indépendamment de l'analyse juridico-fiscale, urbanistique et des lois de chaque pays, il y a aussi le fait de s'appuyer sur des locaux. On ne fait pas d'immobilier, où que ce soit dans le monde, sans un relais local véritable. Moi, je ne crois pas à l'acquisition d'immeubles sans être allé les visiter. Tous les immeubles qu'on a achetés, on est tous allés les visiter. Alors, moi, je ne les ai pas tous visités, mais à chaque fois, une voire deux personnes de mon équipe vont visiter chacun des actifs qu'on va acquérir. On a des processus de sélection extrêmement rigoureux. Mais l'essentiel, c'est de s'appuyer sur des gens en qui on peut avoir confiance dans le temps. Voilà. Donc, en gros, c'est essayer de trouver le Alderan espagnol qui soit notre relais sur place, le Alderan italien, le Alderan polonais. Voilà. Après, c'est le nombre d'actifs fait que, par exemple, en Espagne, on a plus de 200 millions d'euros d'actifs. Donc, il nous faut quelqu'un sur place, en l'occurrence à Madrid, qui gère aussi le parc après l'acquisition. Et quelle est la relation contractuelle avec cet operating partner qui fait que Alderan est présent sur place grâce à cet operating partner? Ah bah, c'est un contrat de, on va dire, d'asset management, tout simplement. Voilà. D'accord. Et il s'occupe aussi de l'investissement ou juste de la gestion? Les deux sont possibles. Si on reparle ce qui ne nous empêche pas, nous, d'avoir nos relais directs quand même, hein, au niveau de l'investissement et de la recherche, ce qu'on appelle le sourcing. On a notre propre équipe d'investissement, évidemment, en interne, avec 8 personnes. Et on a notre propre équipe également d'assets et de property management en interne de 12 personnes. Hein. Donc, on s'occupe vraiment de l'immobilier. Oui, le tiers de notre effectif, c'est l'immobilier permanent. Quoi. Vous restez hands-on. Comme on dit dans un mauvais français. Tu évoquais la géopolitique au tout début de cet entretien, et la géopolitique vient de démontrer à travers la guerre en Iran et la crainte des remontées des taux obligataires que le risque pays, quelque part, peut geler d'un seul coup un pays en quelques semaines.
Est-ce que l'internationalisation de Comet te protège de ces chocs ou est-ce qu'elle multiplie en réalité une exposition au risque souverain? Il y a toujours un risque, de toute façon, dans l'investissement. Le risque en capital, il existe, on peut perdre son capital. Reste à choisir les pays où l'on veut travailler. Nous, on a fait quand même le choix de travailler dans probablement la zone la plus stable du monde aujourd'hui, c'est-à-dire le continent européen et une partie du continent américain, et notamment le Canada. Là où il y a une sécurité juridique des transactions, là où il y a une certaine probité générale dans la transaction, dans les affaires, c'est sûr que je ne vais pas emmener, enfin nous n'allons pas, c'est pas moi tout seul, nous n'allons pas emmener de l'épargne française dans des pays où le risque pays justement est énorme. Et donc, ça paraît très difficile pour nous d'aller même au Moyen-Orient, on a bien fait d'ailleurs de ne pas y aller, ou d'aller encore ailleurs, dans des zones très instables. Donc ça, c'est sûr que c'est pas possible. Donc la diversification géographique pour les activités qui sont les nôtres, à mon avis, elle se passe d'abord et avant tout sur le continent européen. J'inclus bien évidemment là-dedans le Royaume-Uni, même s'il n'est pas dans la zone euro et même dans l'Union européenne, mais ça reste quand même un marché extrêmement profond, sécurisé, il y a des avocats, il y a des lois qui s'appliquent, etc. Donc ça, c'est ça qui limite considérablement le risque pays. Et la diversification géographique sur 10 pays fait que nous pouvons jouer des avancées de certains pays par rapport à d'autres. De l'atonie, on évite les pays très atones en ce moment pour investir, et puis on va plutôt chercher là où il y a de la croissance, en particulier au Canada. En particulier au Canada. Et pourquoi le Canada plus que les États-Unis? Les États-Unis, il y a la crainte que j'ai, moi, sur les États-Unis, c'est le rapatriement des revenus. Les États-Unis font peur en matière d'abord du fédéralisme que constitue ce pays. Donc chaque État a sa propre fiscalité. Il faut analyser presque chaque État comme un pays nouveau. Et puis il y a le rapatriement potentiel des revenus. On n'est pas à l'abri d'une décision de la Maison-Blanche disant bon, en fait, vous avez trouvé des revenus locatifs grâce aux entreprises américaines, donc maintenant, tous ces revenus-là, vous devez les réinvestir aux États-Unis. Vous n'êtes pas sûr de les rapatrier. Alors, ce n'est pas le cas encore, c'est vrai que c'est... Mais ça, c'est une forme de risque pays, et c'est une forme de risque sur l'épargne qui nous a été confiée, et les souscripteurs attendent qu'on leur rende des revenus réguliers. Si on leur dit, vos revenus, ils sont là, mais ils sont aux États-Unis, et on ne peut pas vous les donner, ou alors on vous les donne avec une amputation fiscale colossale, c'est moyen. En effet, je dirais le red flag s'entendre et peut s'entendre. J'aimerais maintenant, on va arriver tranquillement vers la fin de cet entretien et il y a un dernier bloc, je dirais, avant les questions personnelles qui sont classiques chez Brick and Mortar, mais je voudrais parler d'un sujet qui est un peu plus touchy sur le bureau. Le bureau souffre depuis les années 2020, mais vous investissez en bureau via Comet, mais uniquement à l'étranger, des actifs bien localisés, bien occupés, des rendements élevés. Est-ce que cette thèse-là va continuer dans les années futures ou crains-tu une crise également structurelle dans d'autres pays? La crise concernant les bureaux, pour moi, elle est quasi mondiale. Il y a une interrogation sur l'occupation des espaces de travail. C'est clair, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver, l'intelligence artificielle, le nomadisme électronique. On peut travailler de partout. Moi, je le vois, même quand je suis en congé, je valide des virements depuis mon portable. Donc, il est clair que la fixation dans un bureau, c'est un peu du passé. Néanmoins, c'est aussi un lieu de transmission. C'est un lieu de connectivité sociale. Et donc, je ne crois pas, sincèrement, que le bureau va disparaître. Il doit se réinventer. À notre petit niveau, nous, on a essayé de faire en sorte que les gens soient extrêmement satisfaits de leur environnement de travail, parce que c'est quand vous êtes bien dans un environnement de travail, vous avez envie d'y venir. Le télétravail, c'est une chose. Chez nous, c'est une journée par semaine, pas plus, parce qu'on estime que c'est très important, la nécessité de travail aussi en équipe, de transmission interservice.
Mais pour ça, il faut effectivement faire preuve d'imagination, d'offrir des services à l'intérieur de l'immeuble de bureau qu'on ne pourrait pas avoir en restant chez soi. Ça veut dire qu'il y a déjà une contraction de la quantité d'espace de travail en nombre de mètres carrés, et il y a forcément je pense qu'il faudrait qu'on ait un home office en quelque sorte. C'est un bureau maison. On se sent bien, on échange, on a des amis, etc. Mais on travaille bien aussi, et on travaille avec efficacité. C'est sûr que le bureau doit se réinventer un peu plus vite qu'il ne le fait aujourd'hui. Voilà. Nous, à titre d'exemple, en septembre, nous déménageons en doublant de surface parce qu'on anticipe un peu l'avenir. Et c'est aussi pour offrir des conditions de travail encore meilleures à nos salariés, un peu plus d'espace de travail, de convivialité, d'espace un peu collaboratif, des lieux de rencontre au cœur de Paris. Donc c'est une démarche volontaire. Les bureaux, c'est pour moi constitutif en fait de la vie, je dirais, de la vie globale, pas simplement la vie professionnelle. Voilà, on fait des rencontres, on lie des amitiés, et ça fait partie aussi de la construction de personnel de chacun. C'est drôle, tu parles de home office et on parle aussi beaucoup aussi je dirais des habitudes qui viennent de l'hospitality et qui infusent dans le bureau. Ça signifie quoi pour toi? C'est quoi? C'est, le fameux baby-foot, et la fontaine à enfin et la machine à café gratuite ou ça va au-delà de tout ça? Alors ça va au-delà, ça on a déjà dépassé ce stade. Par exemple ici, on a une petite salle de sport, je fais venir un coach de l'extérieur 3 fois par semaine pour faire une séance de sport à ceux qui veulent participer. C'est pas toutes les entreprises qui le font. Nous, ça a été une démarche tout à fait naturelle. Oui, on n'a pas de baby-foot, on a une table de ping-pong qui fonctionne très, très bien et qui crée beaucoup de liens. On aura dans nos nouveaux locaux un espace convivial en toiture, on aura un café coworking sous verrière extrêmement, je pense, qualitatif. Donc c'est pas simplement effectivement le baby-foot dans un coin, c'est aussi un coin salon où on peut échanger, comme on est en train de le faire en ce moment. C'est plein de petites choses en fait qui font que le bureau reste attractif pour les salariés, qu'ils ont plaisir à y venir. Une forme d'informel quelque part? Si pour venir au bureau, c'est une contrainte, bah, vous perdez déjà beaucoup de gens, je pense. Je comprends. Et derrière ce côté informel, tu as cité, encore une fois, tu devances toutes mes questions sans le savoir. Tu as parlé d'intelligence artificielle et c'est un sujet que je voudrais aborder avec toi puisque vos SCPI, ce portefeuille-là à 2,5 milliards sous AUM, vous les gérez avec une équipe qui pilote un parc réparti dans plusieurs pays, de nombreux baux. Une partie significative de ce travail est aujourd'hui consacrée à consolider des données, produire des reportings, vérifier des cohérences. Est-ce que, selon toi, l'intelligence artificielle va demain pouvoir concrètement changer votre quotidien ou alors est-ce qu'on en est qu'au stade des promesses? Alors, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est déjà, on utilise déjà l'intelligence artificielle chez nous, probablement pas encore suffisamment parce qu'il faut apprivoiser cet outil, hein, que ça reste un outil. Hein, c'est pas l'IA ne remplace pas un asset manager, mais un asset manager qui sait bien utiliser l'IA, il prendra la place de celui qui ne sait pas l'utiliser, c'est évident. Il faut bien, et ça, c'est déjà en route. Moi, je le subis plus d'ailleurs, parce que bon, mon expérience, c'est une chose, mais donc du coup, je suis moins au fait de ces utilisations que mon équipe. Mais la plupart ici, tout le monde presque utilise l'IA tous les jours. Tous les jours. Après, il faut faire attention. Voilà, faut pas tomber dans le travers qui consiste à dire tout ce qui est marqué sur Wikipédia il y a 10 ans, c'était la vérité, et maintenant tout ce que produit l'IA, c'est également la vérité. C'est un condensé, et ce condensé, il doit être amélioré humainement, par l'intelligence humaine. La question suivante, je cite, je la commence, c'était il existe une formule qui circule dans le secteur, l'IA ne remplacera pas l'asset manager, mais un asset manager augmenté par l'IA remplacera un asset manager qui ne l'est pas. Tu viens justement de le dire. Bon, quelques secondes. Je suis désolé, j'avais peut-être lu le questionnaire. Non, en tout cas, ça a infusé et j'aime beaucoup. J'adore. Et alors,
La suite de la question était: est-ce que vous la reconnaissez comme vraie? Je pense, mais qu'est-ce que cela implique concrètement en termes de recrutement, de formation et de la culture de ton entreprise? Le recrutement chez nous, je dirais pas qu'il est à l'instinct, mais il y a beaucoup de subjectivité malgré tout. L'objectif, c'est de rentrer dans une entreprise qui a une fibre entrepreneuriale et humaine très forte et que donc la personne qui sera recrutée, il faut qu'on ait déterminé si elle est capable d'accepter l'ADN de notre société. Il ne s'agit pas d'avoir finalement de gens qui sont juste là pour finalement encaisser un salaire, mais bien de participer à une aventure. Et c'est quoi l'ADN de ta société en quelques mots? Comment Euh, tu la définirais? bonne question qui découle de l'esprit entrepreneurial. Nos valeurs, c'est de l'exigence, de la bienveillance, de l'humilité, de la solidarité. Et voilà, c'est ça nos principales valeurs. Je pense que j'en ai oublié une d'ailleurs, je pense que j'en ai 5, mais bon, c'est pas les celles que je viens de citer, c'est celles qui forgent vraiment notre ADN. Et c'est ah oui, le côté aventureux, hein, c'est la raison pour laquelle voilà, on, on sponsorise une équipe féminine de course au large, par exemple, qu'on a à chaque fois des défis sportifs qu'on relève. On participe au Folie de l'immobilier, on fait plein de choses sur l'aspect sportif. Il y a des trailers chez nous, etc. Donc, je pense que notre ADN, c'est un ADN d'abord et avant tout entrepreneurial. Entrepreneurial, l'aventure, et on voit bien cette aventure internationale. Exactement. On arrive au terme de notre entretien et comme d'habitude, le petit bloc des questions personnelles que je voudrais aborder avec toi. Et en commençant par, on revient depuis l'aventure au Girel, donc il y a 25 ans, puis Aldéran. Quel est le moment le plus fort pour toi de ces quasiment 30 ans d'histoire et de construction? Pas exactement le plus spectaculaire, mais celui qui a le plus compté pour toi, personnellement ou professionnellement? Alors, c'est relativement simple, c'est l'accord que j'ai obtenu de mon actionnaire majoritaire chez Ogirel, donc la famille Mallard et Alain Mallard en particulier, son accord pour créer une structure de gestion qui ne gère pas que les intérêts de la famille. Ce qui est c'est pas très simple pour le family office de se dire bah, j'ai mon équipe de gestion qui va gérer aussi d'autres fonds. Donc il y a une grande intelligence de la part d'Alain Mallard de m'avoir laissé faire. Je pense que sinon, peut-être que notre collaboration aurait évolué différemment. Aujourd'hui, il est toujours actionnaire, il est actionnaire d'Alderan. Et j'en suis très heureux, mais c'était un moment un peu crucial. C'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse preuve vraiment de conviction pour lui dire non, mais Ogirel sera presque mieux géré encore avec une structure totalement indépendante de la foncière. Et si on regarde maintenant, maintenant qu'on a regardé dans le passé, les rétroviseurs, si on se projette sur le futur, le fondateur que tu es, quel est le plus grand défi dans les années qui viennent pour continuer à construire et à voir grandir ce que tu Le as? plus grand défi, c'est d'assurer la pérennité de la marque. Donc mieux la faire connaître, tout en restant indépendant. Donc c'est un vrai défi, ça. Ça, c'est un vrai défi. Et quels sont tes leviers pour réussir, selon toi? De la volonté, de l'acharnement, de l'exigence personnelle, sans bien sûr, surtout ne pas oublier de prendre quelques plages de repos qui permettent de mieux réfléchir et d'avoir une vision stratégique à long terme. Le repos. Le repos, oui. C'est important, c'est vrai. Je vois, sur la table, un petit cahier, Star Wars. Que penses-tu, des 3 derniers épisodes qui sont conclus par l'ascension Skywalker? Bon, je sais que les 3 dernières trilogies, comme elle était sous l'égide de Disney, elle a été assez décriée. Moi, j'ai trouvé que ça se terminait plutôt, pas très correctement, c'était plutôt qualitatif. Mais pour moi, la première trilogie, c'est quand même la meilleure, celle qui va de 1977 à 1983. Et ton épisode préféré et ton personnage préféré? Alors, épisode préféré, je pense, c'est l'Empire contre-attaque, à cause du côté oedipien dans cet épisode. Et mon personnage préféré, sans doute Yoda. Pour quelle raison? La sagesse? La sagesse, l'expérience, il a vécu 960 ans, donc voilà. Et donc, juste pour rigoler, mais mon petit-fils m'appelle Yoda, donc. Il a saisi,
Il a saisi tout le. Bon, il a un contraint est forcé aussi. Il a saisi toute la sagesse qui rayonne de son grand-père. Pour conclure, si tu devais choisir un seul mot qui incarne ta philosophie personnelle et qui guide tes décisions et qui te guide au quotidien, un mot. Oui, hein, je sais, j'y ai réfléchi, il s'est imposé assez facilement. C'est pas forcément le mot le plus aimé de la langue française, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Et pour quelle raison? Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'arrivez pas. Bah donc on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir Arnaud, c'était un plaisir. accepté cette invitation. J'étais ravi de pouvoir échanger avec toi dans ce très, très, très bel épisode, dense, conversation sans filtre. Merci pour ta confiance. Merci Arnaud. À bientôt. À très bientôt.